Salut, moi c'est Joe Godin et aujourd'hui c'est le début des playoffs les gars. Donc moi, vu que je suis un grand expert, j'ai décidé de vous donner mon avis sur chacune des séries. Donc une par une par une par une. Et aujourd'hui on va commencer par les séries du samedi soir. C'est-à-dire on a Milwaukee Bucks contre Miami Heat, Clippers contre les Dallas Mavericks, Brooklyn Nets contre les Boston Celtics et les Denver Nuggets contre les Portland Trail Blazers. Aujourd'hui, on va parler de la série qui va faire affronter les Clippers contre Dallas. Ça, il va y avoir du combat. La vengeance de Dallas ou la suprématie des Clippers, on en parle de suite. Vous allez voir, je vous ai fait en 3 parties. Donc, présentation des équipes, les clés de la série et mon pronostic. Ça ne regarde que moi, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. M'en battrai les couilles dans tous les cas. Place au mini Joe. Alors, on va commencer par présenter les Clippers qui ont fini 4ème de la conférence Ouest avec 47 victoires pour 25 défaites. Sacrément bon bilan quand on va voir un peu tous les matchs joués, ainsi de suite. Donc voilà, 5 majeurs. Bon, il y a eu pas mal de blessures, ainsi de suite, donc pour moi, c'est ça qui va commencer. Patrick Beverley, Nicolas Batum, Paul George, Kawhi Leonard, Sergi Ibaka au pivot. Vous allez voir, hein, rien qu'au niveau des stats de matchs joués, Beverley il en joue 37, Ibaka il en joue 41, donc ça n'a pas joué toute l'année ensemble, hein, avec le fameux load management, c'est-à-dire le repos octroyé gratuitement à Kawhi Leonard pour qu'il soit chaud pendant les playoffs. C'est une équipe qui n'a pas joué entièrement ensemble toute l'année. Donc ça, c'est un petit point. On peut voir que facilement, hein, le scoring il est distribué entre Kawhi et Paul George, respectivement 24,8 points et 23,3 points. Bon, c'est rien d'étonnant, hein, c'est rien d'étonnant. On peut voir que les pourcentages à 3 points sont très bons, notamment Paul George qui fait péter un 41,1% à 3 points. Hein, le Pandemic Pi, je crois qu'il l'a mal pris. Je crois qu'il l'a vraiment mal pris, il a un peu le seum cette saison, mais ça fait plaisir à voir. Moi qui adore Paul George, j'étais fan de l'époque OKC avec Westbrook. Hein. Je suis vraiment content de le voir jouer à un niveau-là, j'espère qu'il va pas s'écrouler pendant les playoffs. Et avec notre Frenchie aussi, Nicolas Batum, qui fait une très bonne saison. Hein. Bon, faut pas attendre à ce qu'il mette 15 points par match, ainsi de suite, mais dans son rôle de mec qui peut porter le ballon, qui peut organiser un peu le jeu, qui a les bonnes idées, qui veut se sacrifier pour le collectif, c'est hyper intéressant pour les Clippers. Et plus l'arrivée de Sergi Ibaka, qu'on n'a pas beaucoup vu du coup, parce qu'il s'est pas mal blessé, il y a eu des histoires de Covid, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment intéressant Ibaka. Bon, c'est pas un grand pivot, hein, mais en face, bon, je sais pas si ça va être vraiment la clé du match, mais en soi, ça crée du bloc, ça peut shooter un peu à 3 points, c'est intelligent, ça aime se sacrifier, et en défense, ça fait beaucoup de bien, parce qu'en défense, cette équipe, elle est flippante. Hein. Tous les 5 là, le 5 majeur, ils peuvent être considérés comme des très bons défenseurs à leur poste. J'ai aussi mis Batum arrière, Paul George ailier et Kawhi Leonard ailier fort, mais les trois, ils sont interchangeables. Hein. C'est le fameux Spider-Man meme, hein. C'est où ils se regardent. Donc voilà. Bon, passons aux remplaçants. Alors, j'en ai mis quelques-uns. J'en ai mis quelques-uns qui, pour moi, vont vraiment faire une différence en playoff. Donc on a Rajon Rondo, Reggie Jackson, Luke Kennard, Marcus Morris et ce bon vieux Ivica Zubac, ce bon vieux bûcheron serbe, que j'apprécie beaucoup, drafté par les Lakers à l'époque. Les gars, vous regrettez pas trop. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est Rajon Rondo. Déjà, il a 42% à 3 points depuis qu'il est arrivé aux Clippers. Tu sens vraiment que le mec est motivé que quand il est dans des bonnes équipes. Hein, parce que sinon, il doit se toucher les couilles. Mais c'est un vrai plaisir, surtout en playoff. Rappelez-vous l'an dernier avec les Lakers. Rappelez-vous avec les Pelicans à l'époque. Enfin, Rondo, ou même les Bulls, encore à l'époque, avec Butler et D-Wade. C'était sacrée équipe. Rappelez-vous de cette époque-là. Rondo, ça a toujours été le mec qui en playoff explose. Parce qu'il ressent vraiment l'intensité du truc, il joue le match à fond, et c'est un tel cerveau que c'est incroyable. Et quel plaisir de le voir dans cette équipe des Clippers. Parce que là, je suis bien gentil, hein, mais il y a quand même un sacré effectif de tête de con. Quand on regarde Patrick Beverley, quand on regarde même Paul George, c'est une tête de con. Ibaka, dans son style, il peut l'être. Hein, bon, c'est pas un méchant, hein, mais il peut être un peu con sur un terrain. Et après, de l'autre côté, tu regardes Rajon Rondo, Reggie Jackson, Marquis Morris, même Zubac qui, bon, ça va, mais bon, c'est une équipe franchement relou. Ça doit être relou le match. Le trash talk, t'as Kawhi qui parle pas et le reste, ils font que parler tout le match. Ça compense largement, je trouve. Après, si on regarde le truc qui est incroyable, c'est que ce banc, ben, il est à minimum 40% à 3 points, quoi. Avec le fameux Marcus Momo qui est à 47,3% à 3 points, quoi. Donc, ça fait du bien au spacing des Clippers, qui n'ont pas nécessairement plus besoin que ça, mais c'est quand même incroyable d'avoir un banc, même Rajon Rondo qui a 42,2% à 3 points, bon il en prend 2 ou 3 par match, ok, mais genre, c'était bien souvent son point faible, là au Clippers il se régale quoi. Et aussi, n'oublions pas de parler de Luke Kennard et de Reggie Jackson,
qui, même si Reggie Jackson l'an dernier s'est fait baptiser par Luka Doncic, c'est quand même hyper intéressant en sortie de banc et ça fait du bien, quoi. Ça apporte un peu de playmaking, ça apporte un peu de 1 contre 1, un peu de shoot, ainsi de suite. Pareil pour Luke Kennard, hein, qui est un peu sous-estimé, je trouve, qui pourtant a un gros contrat, mais qui est un peu sous-estimé. Et bien sûr, Ivica Zubac, hein, qui va rentrer et poser de l'impact. C'est un mec, quand il rentre, il pose de l'impact. Il sera pas beaucoup servi en ballon, pas vraiment même. Mais en soi, en défense, il va être dur. En attaque, il va être dur. Il va aller gratter du rebond. Il va poser les écrans. Et s'il est servi, il a claqué quelques tomards cette année qui m'ont fait bien plaisir. Il commence à devenir de plus en plus athlétique. C'est vraiment intéressant. Après, j'aurais pu aussi mentionner Terrence Mann, que j'ai mis en arrière ailier athlétique, même s'il a joué un peu meneur pour dépanner avec les blessures de Patrick Beverley avant que Rondo arrive d'Atlanta. Pour moi, c'est plus un arrière ailier quand même, au niveau du morphotype. Bon, après, si j'ai tort, n'hésitez pas à me le dire. Patrick Patterson aussi, qui est en poste 4, voire pivot, mais bon, en défense, je recommande pas. Qui peut shooter aussi, même si cette année, c'était pas non plus incroyable au niveau du 3 points, mais à mi-distance, ça passe, ainsi de suite. C'est un vétéran, il fait du bien, quoi. Ça fait du bien d'avoir ce genre de joueur. Si tu as une blessure, tu peux le faire rentrer, il va mettre ses 6-7 points, il va être solide. Voilà, c'est ce qu'on lui demande. Et bien sûr, en blessure, ben, une tête de compte plus, hein, je ne l'ai pas cité exprès, le meilleur pour la fin, mais de Marcus Cousins. Moi, personnellement, j'en attendais énormément. Ça me fait un peu chier qu'il soit blessé. Bon, d'après, j'ai compris, il peut revenir à tout moment. C'est blessure au pied, bon, ouais, c'est surveillé, mais bon. J'espère qu'il va revenir, parce que j'ai vraiment envie qu'il joue en playoff et j'ai vraiment envie qu'il fasse quelque chose avec les Clippers. Ça, moi, je rêve d'un 5 majeur. Patrick Beverley, Reggie Jackson, Paul George, Marcus Morris, de Marcus Cousins. Enfin, je vais pas au match, hein. Je vais pas au match, hein. Les mecs, dès les vestiaires, tu les entends et ils te chient dessus, les mecs, hein. Donc bon. Mais voilà, non, c'est vraiment, ils ont un banc vraiment sympathique, ils ont vraiment une vraie profondeur d'effectif, même avec Cousins blessé, quoi. Donc il faut se dire, ça va être compliqué de passer les Clippers cette année, selon moi. Donc bon, je vais pas rentrer dans le détail des stats, je vous laisse les regarder, hein, mais on peut voir principalement que ben, très bonne défense, très bonne attaque. Enfin, la défense, elle est portée, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a que des bons défenseurs dans le 5 majeur. Même, même les remplaçants, Rajon Rondo, ça défend très bien. Reggie Jackson, bon, quand il veut. Luke Kennard, bon, c'est un Baptou, il est un peu décomplexe, hein, on le comprend, le pauvre. Hein, mais bon, mais Marcus Morris, ça défend très bien aussi sur le banc. Ivica Zubac aussi, ça met de l'intensité, ça cherche à jouer. Et Tyronn Lue, cette année, ce qu'il a fait, c'est très bien dans le sens où il n'a pas révolutionné tactiquement l'équipe, mais il a fait en sorte que les joueurs aient la motivation et l'envie qu'ils n'avaient pas forcément l'an dernier. Et ça fait une vraie diff. Après, on attaque, le truc surtout intéressant, c'est première équipe de la Ligue à 3 points, quoi. Première équipe de la Ligue au pourcentage à 3 points, 41,1%. Comme je vous l'expliquais, ils ont des shooters partout. Ça, c'est hyper important pour le spacing. Parce que Kawhi Leonard, il se nourrit du mi-distance. Paul George aussi, il aime bien attaquer le cercle. Si tu fais pas en sorte que les joueurs autour écartent les défenses par la menace de leur tir, ça risque d'être compliqué de leur créer ces espaces-là, de créer ces angles d'attaque vers le cercle ou vers le mi-distance. Même si on reste quand même sur beaucoup d'isolation, Paul George, Kawhi Leonard. Hein. On en rediscute après. Ils perdent très peu de ballons, ça aussi c'est hyper intéressant, hein, parce que ça veut dire qu'ils prennent soin du ballon, ça veut dire qu'ils ont pas forcément de passes un peu bizarres, ainsi de suite, mais c'est aussi l'apport de mecs comme Batum, Ibaka, qui connaissent leur métier, ils savent quoi faire. Donc ça fait beaucoup de bien en attaque, parce qu'ils vont pas tenter des trucs de ouf. Ils vont pas se prendre pour je sais pas qui, pour une superstar ou quoi, ils connaissent leur rôle, très bon role player, ils savent comment faire. Après, dans les points faibles, il y a 2-3 choses que j'aimerais aborder. Donc déjà, les points sur contre-attaque, 10,3 points marqués sur contre-attaque, bon, ça veut dire qu'ils jouent surtout sur demi-terrain, ça veut dire qu'ils vont pas pousser le ballon, parce qu'ils ont, comme on a vu, ils ont une très bonne défense, mais ils s'en servent pas spécialement. Après, je comprends, hein. Kawhi, il joue à son rythme, Batum, il va pas courir partout, Ibaka non plus, Beverly non plus, Paul George, il peut, mais il va pas partir tout seul à l'abordage, quoi. Donc, c'est un choix tactique. Ça peut être vu comme un point faible, pour moi, ça l'est plus ou moins, même si en playoff, ça s'équilibre, mais c'est aussi, surtout, avant tout, un choix tactique. Ça, c'est un peu plus embêtant, par contre. Les points marqués dans la raquette, ils en mettent que 42,3. C'est-à-dire qu'ils sont 28e de la ligue. Ça, c'est très compliqué. Parce que le problème, c'est que t'es mi-distance et tout. Bon, Kawhi, il en met beaucoup. Paul George, cette année, il est en feu. Mais en playoff, avec les défenses qui se resserrent, t'as quand même besoin d'aller vers le cercle. T'as quand même besoin de marquer dans la raquette. Après, c'est aussi la caractéristique d'une équipe qui n'a pas d'intérieur vraiment dominant. Ibaka, il peut jouer vite fait au poste, hein, et Zubac aussi, vite fait. Mais en dehors de ça, le reste, ça va être surtout à mi-distance. Le problème, c'est que une fois que tu sais ça, ben vas-y, hein, ton cercle, tu le laisses un peu ouvert. Hein. Tu le laisses un peu ouvert et tu vas sortir sur les mi-distance et sur les 3 points. Et regardez comment il se débrouille. Parce que Paul George, il a pris la mauvaise manie de prendre beaucoup de 3 points, arrêter un dribble, je prends 3 points, au lieu d'aller fixer et d'aller au double pas, qui sait très bien faire. Hein.
Peut-être par rapport à tous ces pépins physiques qu'il a eu par le passé. On rappelle qu'il s'est fracturé la jambe il y a quelques années. Il est revenu athlétiquement et tout, mais il a eu quelques pépins entre-temps, les épaules, les trucs comme ça. Peut-être qu'il n'a pas envie de prendre trop de coups. C'est un peu dommage, je trouve. Les autres, je vous laisse lire, mais il y a une stat qui me fait vraiment rigoler, c'est 18,1 fautes personnelles, ils sont 27e de la ligue. Quand je vous disais équipe de tête de con, c'est que les bras, ils traînent tout le temps, ça essaye de flopper, ça essaye... Donc ça va créer des fautes, et ça, malheureusement, face à Dallas, on va en reparler, mais il y en a un petit Slovène là, qui attend que ça, quoi. Donc maintenant, on va évoquer un peu le style de jeu de l'équipe, même si c'est assez simple à résumer, hein. C'est balle dans les mains, Paul George, Kawhi Leonard, isolation, ou alors un contre un, joue ton un contre un, et essaye de créer quelque chose à partir de là. En sortie de banc, t'as Rajon Rondo, qui je pense va finir les matchs. Selon moi, moi je suis coach, je le fais finir les matchs, qui peut apporter aussi ce playmaking qui manque aux Clippers, c'est-à-dire un vrai porteur de ballon qui va placer les grands, demander des écrans, poser les systèmes, ainsi de suite. Paul George et Kawhi, c'est pas leur rôle de base. Donc ils peuvent le faire vite fait, hein, mais ça restera jamais aussi efficace qu'un meneur organisateur comme Rajon Rondo. Pour le coup, c'est le dernier des Mohicans avec Chris Paul, le mec. Donc il faut reconnaître cette valeur-là. Il faut savoir que ils vont avoir besoin de ça en playoff. Après, sinon, il y a beaucoup de recherches de démarquage avec des petits écrans, des petits systèmes. C'est pas très élaboré, mais ça fait le taf. Pour Luke Kennard, Nicolas Batum, Reggie Jackson, enfin, on a vu tous leurs shooters, Marcus Morris, Kawhi Leonard, Paul George, ainsi de suite. Mais ils cherchent aussi beaucoup de démarquage sur le mi-distance, notamment Kawhi, hein, qui adore ça, qui adore partir un peu ligne de fond, revenir dans l'axe, choper la balle en course, se retourner, poc, je te l'envoie, et ça fait ficelle, parce que c'est un monstre. Après en défense, ça c'est le régal côté Clippers, quoi. Ils ont 3 joueurs qui sont interchangeables, comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire que Batum peut défendre sur tous les postes, sauf pivot. Pareil pour Paul George, pareil pour Kawhi. Donc en gros, t'as juste à gérer le pivot avec Ibaka et Zubac qui font très bien le taf. Et même derrière, hein, t'as un Beverley, c'est un pitbull, il sert qu'à ça. Mais il le fait très bien, hein, il le fait très bien, il n'y a pas de souci. Mais bon, heureusement qu'il est impactant de ce côté-là, sinon il serait pas en NBA. Mais pareil, Rajon Rondo, Marcus Morris, même Reggie Jackson qui est intense cette saison. C'est peut-être pas un défenseur complet, mais il est très intense, donc ça fait beaucoup de bien. Ça montre aussi que c'est une des meilleures défenses de la ligue. Ça va être très compliqué d'attaquer dessus. Maintenant, on va parler des Dallas Mavericks qui ont fini 5e avec 42 victoires pour 30 défaites. Bon, c'était un peu ma déception de la saison. Moi, avant le début de la saison, que vous le sachiez, hein, comme ça je m'affiche, j'avais annoncé Luka MVP. Hein. Donc bon, mais ça sera pas pour cette année. Hein, mais bon, regardez un peu ce 5 majeur. Bon, il y a 2-3 choses à dire. Bon, déjà, Luka Doncic, what the fuck. Gros, t'es à 28 points, 8 rebonds, 8 passes, t'as 21 ans. Qu'est-ce qui se passe enfin bon. On en reparlera. Je pense que vraiment la présentation de Dallas, ça va être présentation de Luka Doncic et des autres. Bon, de l'autre côté, il y a Josh Richardson en arrière, Dorian Finney-Smith en ailier, Maxi Kleber en ailier fort et Kristaps Porzingis au pivot. Je l'ai mis en pivot, hein, ça peut être interchangeable entre Maxi Kleber et Kristaps. Pour moi, c'est le rôle qu'il doit jouer. Hein. C'est comme un pivot. Enfin, un pivot moderne, on va en reparler. Donc en gros, ce 5 majeur, ce qui est assez intéressant, c'est que tu as de la défense pour cacher Luka, avec Dorian Finney-Smith qui fait une saison incroyable. Je kiffe vraiment ce joueur. Euh, Josh Richardson qui grosse déception pour moi. J'en attendais beaucoup plus, notamment sur le point de vue offensif. Défensif, ça va à peu près, mais ça compense pas ce qu'il crée pas en attaque, quoi. Et derrière, Maxi Kleber, qui est un dur au mal, qui shoot un peu à 3 points, qui est très intéressant, qui a de l'envie en tout cas, et c'est ce qu'on demande en défense avant tout, hein, c'est les mecs qui ont de l'envie. Hein. Ce bon vieux Kristaps Porzingis, qui quand il n'est pas blessé, est hyper important pour le système, parce qu'il peut shooter de loin, c'est la deuxième superstar, enfin il est à 20 points de moyenne. T'as besoin d'un mec comme ça pour épauler Luka, même si on a besoin qu'il fasse encore un cap, mais ça va dépendre de sa condition physique. S'il peut pas se mettre en confiance physiquement, il pourra pas peser vraiment sur le jeu, c'est ça le problème. Là, il est revenu depuis quelques temps, plus ou moins géré, on va voir comment ça donne en playoff, mais faut pas oublier que l'an dernier, il se blesse au premier ou deuxième match, si je dis pas de bêtises, et c'est ça qui plombe la série pour Dallas, qui avant ça était très bien et faisait des matchs très serrés. Il y a eu des exploits de Luka parce que c'est un magicien, mais il peut pas tout faire le pauvre. Je tenais aussi à noter, bon, le spacing, Josh Richardson, 33% à 3 points, on va pas en parler, mais Luka qui est monté à 35, ça c'est super cool, ça fait gagner plaisir. Dorian Finney-Smith qui a 39,4%, bah, ça c'est régal, c'est qu'il ne faut pas le laisser ouvert. Ça c'est parfait quand tu as un mec qui focalise autant l'attention que Luka Doncic. Maxi Kleber à 41% à 3 points, c'est pareil. Kristaps Porzingis qui a 37,8%. Ben, le mec qui fait 2m21, il shoot à 37,8% à 3 points. Et tu veux faire quoi face à ça? Bon, parlons des remplaçants importants. On a notamment Jalen Brunson, Josh Green, le petit rookie, Tim Hardaway Jr. qui est en feu en ce moment. Dwight Powell, et j'ai mis aussi Willie Cauley-Stein.
Il y a d'autres mentions, mais on va les évoquer après. Donc, déjà, moi, j'aimerais parler de Jalen Brunson, que je kiffe depuis sa draft. C'est vraiment le mec, t'as l'impression qu'il a 35 ans dans un corps de 20 ans. Il sait ce qu'il faut faire. Sa petite patte gauche, elle est super intéressante. À 3 points, il est à 40% cette saison. Enfin, c'est hyper intéressant tout ce qu'il fait. Bon, j'ai mis Josh Green à l'arrière parce qu'il a joué pas mal de matchs. C'est un rookie hein, défensif. Je pense pas qu'il aura beaucoup de temps de jeu en playoff, mais c'est toujours bon à évoquer. Tim Hardaway Jr. qui a pris feu sur la fin de saison. Il est incroyable. J'aime beaucoup ce joueur et puis il a l'air très intelligent. Je recommande le podcast qui est sorti récemment avec JJ Redick, que je vais évoquer aussi. Et après, on a Dwight Powell et Willie Cauley-Stein. Donc c'est à peu près le même prototype. Willie Cauley-Stein, c'est plus grand et un peu plus lent. Et Dwight Powell, c'est plus petit, mais ça court plus et ça saute plus haut. Quoi. Donc après, c'est des réceptionneurs de alley-oop. Hein, on leur demande pas plus. Du rebond, du alley-oop. Un peu de compte si possible. En mention, on a aussi Trey Burke, qui est une bonne menace à 3 points, même si cette année c'était un peu compliqué. 35,4 dans l'NBA actuelle, c'est pas énorme. Et on a aussi le grand Boban Marjanovic, qui est juste incroyable. En playoff, il peut avoir de l'impact. Je l'ai cité exprès parce que je sais qu'il peut faire des choses. Il est vraiment incroyable ce joueur. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas le coffre de tenir toute une rencontre. S'il avait le coffre, on en parlerait comme un monstre incroyable. Et bien sûr, on va parler de la petite blessure du trade qui est arrivé. J'aurais pu citer aussi Nicolo Melli, hein, qui aura sans doute du temps de jeu en 4-5, qui shoot aussi à 3 points, italien et tout, qui est hyper intéressant. Mais il y a aussi ce bon vieux JJ Redick qui est arrivé en trade, qui s'est blessé au talon, c'est indéfini. Pour l'instant, on ne sait pas trop quand il va revenir. On espère en playoff parce qu'un profil comme ça, en poste 2, qui peut shooter dans tous les sens, ils en ont vraiment besoin cette année. Donc on va citer quelques points forts et points faibles. Hein. Vous commencez à avoir l'habitude du rituel. Ce qui est assez intéressant cette année, c'est que Dallas, ça défend pas si mal. Ils prennent 110,2 points par match. C'est une 9ème de la ligue. C'est vraiment pas dégueulasse, je trouve. Ils encaissent très peu dans la raquette. 45,2 points, c'est les 7ème de la ligue. Dans la raquette, ça montre aussi une certaine type de défense que je vais expliquer un peu plus tard. Ils empêchent l'adversaire de faire beaucoup de passes. Bon, mais ça veut dire aussi que tu joues les lignes de passe et tu essayes de sortir ton adversaire de la zone de confort. On reconnaît la Patrick Carlisle, hein, qui est capable de faire une voiture Tesla avec une boîte d'allumettes et deux trombones. Et 46% au tir adverse, ça montre aussi qu'ils contestent pas mal les tirs. Ils offrent pas des tirs faciles. Ça, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a un peu de mentalité, même si cette saison c'était assez compliqué, hein, je trouve, côté Dallas. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est 12,1 pertes de balles par match et 3ème de la ligue. Ça veut dire qu'il y a quand même un certain son du ballon, même si on a vu que Luka il en perdait un peu. Bah, en même temps, il a le ballon tout le temps dans les mains, donc bon, il n'y a pas de secret. Plus tu as le ballon dans les mains, plus tu risques de le perdre. Ils en mettent cette année 55,4% à 2 points, c'est-à-dire, comme j'expliquais juste avant pour Miami, du mi-distance du 2 points. Luka qui s'est mis à tirer à mi-distance avec une grosse réussite cette année, il s'est pris pour Dirk Nowitzki, mais en soi, qui va le blâmer dans le sens où ça rentre de ouf. Déjà qu'il était incroyable avec ses appuis, maintenant il arrive à faire des feintes au poste, enfin, c'est n'importe quoi, on en discutera. Ils mettent 13,8 3 points par match, ce qui fait d'eux les 8e de la ligue. C'est pas mal, au niveau du nombre, c'est pas mal. Ça montre aussi qu'il y a un certain spacing, ils en mettent, ils en tentent. Ça, encore une fois, c'est le système Luka Doncic, on va en rediscuter. Bon, les fautes, hein, voilà, classique, ça veut dire qu'ils défendent patiemment et sans trop se jeter malgré le caractère un peu cochon de Luka. Bon. Dans les points faibles, ce qui est vraiment dommage, c'est pour moi le plus gros problème cette année, c'est les passes décisives. Ça montre la circulation du ballon. C'est un indicateur plus ou moins fiable. Les Warriors ou les Spurs de 2014, les Warriors de Curry, Thompson, Green, ça passait le ballon, c'était les équipes les premières de la ligue parce que ça jouait entre eux. Il n'y avait pas de monopolisation du ballon. Le problème, c'est que cette saison, entre les blessures de Kristaps, la déception de Josh Richardson, ben, Luka, il a dû tout faire. Donc c'est à risque et péril. C'est-à-dire que si le ballon ne quitte pas les mains d'un seul mec, à part pour un shoot ouvert, bah, ça fait une passe d'ess. Mais bien souvent, c'est pour un tir tout seul. Donc en soi, c'est un peu compliqué. En playoff, ça va être un peu compliqué, surtout face aux Clippers, hein, qui sont très capables d'isoler Luka. 44,3 points dans la raquette, bon, ben, on est aussi sur le système Dallas que j'expliquerai à peu près un peu plus tard. 24ème de la ligue, hein, ça veut dire que ça attaque pas assez le cercle, mais ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'était déjà le cas l'an dernier. Même s'ils avaient la meilleure attaque de l'histoire selon les stats avancées. Mais oui, ça dépend, ça c'est vraiment un facteur de leur système. Après, on a vu que c'était aussi le cas côté Clippers, donc ça c'est équilibré quoi. Ils mettent très peu de points sur contre-attaque. Bon, ben après, c'est aussi le fait que Luka Doncic remonte les ballons et que ben, la vitesse d'intractopelle lancée. Il a une grosse vitesse de décélération, pas de souci. Mais en accélération, c'est un peu compliqué. Donc ça, il n'y a rien de surprenant. Hein. Tu as envie que ton meilleur joueur de basket remonte le ballon, tu lui laisses le ballon dans les mains. Donc voilà, tu vas pas jouer les contre-attaques dans tous les sens. Hormis une grande passe pour un mec qui court, Luka, il va remonter son ballon tranquillou. Hein. Et après, ça bloque pas beaucoup, ça intercepte pas beaucoup, et du coup, il n'y a pas beaucoup de pertes de balles adverses. Bon, ben ça,
Ça, malheureusement, on est sur un style de défense qui est aussi en manque d'agressivité peut-être, dans le sens où, enfin pas vraiment dans le manque d'agressivité, mais plus en lecture de ligne de passe. Après, c'est un style de défense. Il y a beaucoup de gens qui tentent le pari de la ligne de passe et qui se font punir derrière. Donc ça peut être un bien comme un mal. Le problème, moi, qui m'embête, c'est les pertes de balles adverses. Le problème des pertes de balles adverses, c'est que ben, ça implique aussi sur les contre-attaques. C'est que si tu fais pas perdre le ballon à l'adversaire, des contre-attaques, t'en auras moins. Donc ça, c'est un fait qu'il va falloir faire gaffe, sachant qu'on a vu que les Clippers ne perdaient pas beaucoup de ballons. Donc il va falloir vraiment faire attention à ça du côté de Dallas. Bon, maintenant, parlons du style de jeu, hein. C'est très simple, système Luka Doncic, 5 extérieurs à la ligne à 3 points. Luka Doncic qui demande un pick and roll avec n'importe qui, Kristaps, Dwight Powell, Willie Kostein, Maxi Kleber, même Tim Hardaway peut poser des écrans. Enfin, n'importe qui pose un écran pour Luka. Si Luka est tout seul, il va prendre le step back ou le 3 points. Il s'en bat les couilles. Ou il va finir au cercle, ou à la mi-distance. Si jamais il y a une prise à deux, ben, l'autre il a des yeux derrière la tête, il lit le jeu avant même qu'il soit fait. T'as l'impression, il est né, il comprenait déjà le basket. Donc ça sera puni, ça, il n'y a pas de souci. Le système offensif de Dallas, en soi, c'est pas le plus gros des problèmes. Même si cette année, la perte de Seth Curry, qui était un gros shooter pour eux, qui leur faisait beaucoup de bien, en remplacement pour Josh Richardson, qui de base était censé apporter beaucoup de défense, et un peu d'attaque aussi, mais en attaque c'est un peu plus compliqué. Josh Richardson se contente un peu trop, selon moi, des tirs à mi-distance un peu compliqués. Et à 3 points, c'est pas encore tout à fait ça. Donc il est un peu embêtant de ce côté-là. Donc ça, c'est à vérifier aussi. Sinon, ben, la balle, c'est soit Luka, soit Kristaps. Hein. Kristaps qui a de moins en moins d'ISO au poste. Il en avait un peu, mais le problème c'est que Kristaps au poste, il fait 2,21 m, mais t'as l'impression qu'il a aucune force. Donc le problème c'est qu'il y a des mecs qui font 10 cm de moins en face, mais il va pas finir au cercle, il va prendre un fadeaway à la Dirk. Il va en mettre, il n'y a pas de souci, mais bon, encore une fois, statistiquement, c'est pas forcément les meilleurs tirs. Surtout quand il prend ses prises de position au poste à genre 5-6 mètres du panier, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Donc maintenant, c'est beaucoup de tirs à 3 points, beaucoup de jeux sans ballon pour lui. Ça lui fait pas de mal. Il a besoin aussi de redescendre un peu, de se concentrer sur ce qu'il sait faire et de comprendre quel joueur il est. C'est pas encore une superstar. La superstar de l'équipe, le franchise player, c'est Luka Doncic. C'est lui le maître. Donc c'est lui qui décide. C'est lui qui doit avoir le ballon à tout moment. Bon, après, en défense, hein, c'est relativement rudimentaire, on a envie de dire. Hein. Cacher Luka Doncic, qui va se faire viser par l'attaque adverse, parce que c'est le moins bon défenseur des 3 titulaires. Donc c'est Dorian Finney-Smith et Josh Richardson, ils sont là pour leur défense principalement. Dorian, il arrive à tirer à 3 points, donc c'est fantastique. Mais Josh, il est là pour sa défense. Hein. Et après, à l'intérieur, on a vu que ça protégeait bien le cercle, avec notamment Kristaps, 2,21 m et des bras Gogo Gadgeto. Ça aide un peu pour dissuader, intimider l'adversaire. Moi, perso, je dribble, j'arrive dans la raquette, je vois un gars de 2,21 m qui lève les bras vers le haut, je fais demi-tour. Enfin, logique, quoi. J'ai beau être costaud, demi-tour. Et voilà, sur les extérieurs, on a beaucoup d'agressivité, ils cherchent beaucoup, comme on a vu, très peu à jouer les lignes de passe, à contenir. Ils cherchent surtout à ça, mais c'est pas vraiment pour moi leur point fort. Pour moi, là où ils vont se démarquer, c'est en attaque. Donc maintenant, on va passer aux clés de la série, et pour moi, il y en a 3. Donc la première, ça va être le duel des superstars. Kawhi Leonard, Paul George, Luka Doncic. C'est les 3 joueurs qui doivent faire briller cette rencontre. Vous allez me dire, hey, Kristaps Porzingis. Non, 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 non. Kristaps, lieutenant. Moi, je te parle de superstar. Superstar, Kawhi, Paul George. Paul George, s'il choque, ça va être très compliqué. L'an dernier, c'est passé hein, sur un malentendu, hein, parce qu'il n'y avait pas Kristaps. Mais cette année, ça risque d'être compliqué. Après, Dallas n'est pas dans la meilleure forme de sa vie, mais il ne faut pas oublier que Luka Doncic, c'est un grand malade dans sa tête. C'est-à-dire qu'il a des couilles énormes, il est prêt à les poser sur la tête de n'importe qui. Donc ça, faut pas être dans le déni. Faut pas être dans le déni avec ça, quoi. Donc voilà, surtout ce duel-là. Faut voir comment Kawhi, Paul George vont défendre sur Luka, et Luka comment il va se cacher en défense. Parce qu'on l'a bien vu l'an dernier. Hein. Luka, si ils lui ont foutu Marcus Morris, ils lui ont foutu Paul George, ils lui ont foutu Reggie Jackson, ils lui ont foutu Kawhi Leonard. L'autre, il en a rien à péter. Et au contraire, il provoque des fautes, il attaque le cercle, il trash talk. Bon, Morris, lui aussi, hein, c'est pas la dernière des gentils quand il s'agit de parler. Mais il va falloir gérer ça côté Clippers. Alors, si tu coupes ton Sitch, bah, Dallas n'existe plus, c'est facile à dire. Maintenant, il faut le faire. C'est un peu plus compliqué. Après, Tyronn Lue a toujours été plus ou moins un coach à peu près bon en défense. Donc on va voir ce qu'il va proposer. Pour moi, il ne devrait pas y avoir trop de soucis, même si, faut pas s'étonner, s'ils prennent un buzzer beater sur la gueule comme l'an dernier, ou si Luka fait des grandes stats en mode 42, 11 rebonds et 13 passes. Ça sera pas étonnant. Mais de l'autre côté, il faut que Kawhi il soit régulier. Bon, ça
c'est pas le problème. Mais il faut surtout que Paul George se chie pas dessus. Parce que ces dernières saisons, c'est ce qui se passe. Il arrive un peu à moitié blessé en playoff, il commence à se chier dessus, le mental n'y est plus, il va même plus au cercle. Enfin, le problème, c'est ça, c'est que quand son shoot ne commence pas à rentrer, il n'a pas le réflexe d'aller au cercle, donc ça pose des problèmes. La deuxième clé, selon moi, du match, ça va être les intérieurs en général. Donc Kristaps, Maxi Kleber, Nicolo Melli, Kolestein, Dwight Powell d'un côté, et de l'autre côté, Zubac, Ibaka, Marcus Morris, et c'est à peu près tout ce qu'ils ont en intérieur en soi, et peut-être Patrick Patterson, mais ça m'étonnerait qu'ils le sortent sur le terrain. Parce que l'an dernier, il y avait déjà Michael Green, qui leur faisait beaucoup de bien, mais là, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être un duel qui va être sympathique, parce que déjà, Dallas en attaque, quand il joue avec Kristaps sur le terrain, il n'y a personne dans la raquette. Il n'y a aucun joueur en attaque Dallas qui est dans la raquette. C'est ce qu'on appelle un 5 out, le fer à cheval, tous autour de la ligne à 3 points. Donc si tu as un mec comme Zubac qui doit aller chercher Kristaps à 3 points, vous êtes mal barré. Parce que Zubac, tu le veux proche du cercle pour empêcher ce compte Doncic ou Brunson ou Hardaway de se rapprocher du cercle, hein, parce qu'ils sont capables. Donc ça va être très intéressant de ce côté-là. Il va falloir voir comment les rotations vont s'articuler. Pour moi, Zubac ne doit pas commencer. Pour moi, ça doit être Ibaka. Ibaka en mission sur Kristaps. En mode, vas-y, va le chercher, fais-le chier, empêche-le de dribbler. Ce Kristaps a la fâcheuse tendance à vouloir se prendre pour un arrière, des fois. À 2m21, c'est un peu plus compliqué. Donc, pour moi, ça va être vraiment la clé sur ça. C'est-à-dire que si tu arrives à bloquer Kristaps, Luka va faire des stats de ouf dans tous les cas. Mais si tu arrives à bloquer Kristaps, c'est fini. Et de l'autre côté, si tu arrives avec Kristaps, Willie Kolestein, ainsi de suite, à empêcher les Zubac, Ibaka de prendre des points faciles près du cercle, bah c'est bon. Parce que le mi-distance, ça rentre, ça rentre, ça rentre, mais jusqu'à un certain point. Et c'est plus ou moins facile à défendre. Que finir au double pas quand tu appelles Kawhi et Paul George, compliqué. Très compliqué, je trouve. Donc voilà. Et après, bon, ben, la troisième clé, selon moi, ça va être la bataille des role-players. J'ai fait que... Parce qu'on l'a déjà vu cette série l'an dernier, donc on sait à peu près sur quoi... Là, ça va être la bataille des role-players. D'un côté, il y a Batum, il y a Marcus Morris, Beverley, Rondo, ainsi de suite, qui connaissent très bien leur rôle. Et de l'autre côté, tu as les Jalen Brunson, Tim Hardaway, Josh Richardson, Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber, ainsi de suite. Ça va être vraiment très important. Parce que les superstars vont faire leur taf. Pour moi, j'en ai aucun doute. Mais ce qui va être très important, c'est que les autres à côté complètent bien tout ça. C'est facile, hein, ce que je dis. Ah ouais, ben, si tout le monde joue bien, ben, tu gagnes. Oui, oui, c'est des évidences. Mais le problème, c'est que, par exemple, aux Clippers, l'an dernier, il n'y avait pas Batum. Et ça se ressentait. C'est-à-dire que quand tu avais Kawhi ou Paul George qui sortaient, ben, Marcus, il arrivait à marquer, mais le reste, c'était compliqué, quoi. Beverley, Reggie Jackson, ça met des points, mais vite fait, quoi. Enfin, c'est pas des joueurs offensifs incroyables. Reggie Jackson l'a été vite fait, mais blessure, ainsi de suite. Tu connais les ligaments. Hein. Et donc voilà, du côté Clippers, ça va être très important pour continuer à maintenir une espèce de domination mentale sur Dallas. Et côté Dallas, s'ils veulent justement se sortir de cette domination par rapport à la victoire de l'an dernier, il va falloir que tu aies des mecs comme Brunson, Hardaway, qui soient là, focus dès la première minute où ils rentrent, qui soient impactants, qui soulagent Doncic. Parce que pour moi, tu dois laisser Doncic avec ses role-players au début et les laisser prendre du rythme. Juste Doncic qui distribue. Il distribue, il sait très bien le faire. Hein. Se mettre de retrait, attirer l'attention et débrouillez-vous les gars, faites-vous plaisir. Mais ces mecs-là, il va falloir qu'ils scorent. Il va falloir qu'ils passent, il va falloir qu'ils jouent correctement et qu'ils ne fassent pas les gamins. Hardaway, il a un peu les fils qui se touchent à la J.R. Smith de temps en temps. Là, en ce moment, il est en feu. J'espère que ça va durer, parce que j'adore quand il est en feu. C'est vraiment un plaisir de le voir jouer. Mais il a un peu ce côté désorganisé de l'autre côté. Maintenant, Jalen Brunson, lui, de son côté, justement, c'est vraiment un organisateur de talent, un petit magicien, une petite fouine là qui se faufile. C'est hyper intéressant. Donc il faut vraiment que ces deux joueurs-là soient vraiment au top. Bon, j'évoque pas Josh Richardson. Hein. Ce Josh Richardson, s'il a 18 points de moyenne, Dallas gagne selon moi. Voilà, c'est dit. Donc maintenant, on va passer au petit pronostic de cette série. Alors j'adore Dallas, j'adore Luka Doncic, mais pour moi, c'est les Clippers qui vont passer. Ça défend trop bien, ça attaque trop bien. Enfin, attaquer trop bien, vous m'avez compris. Ça attaque bien, ça défend trop bien. Dallas, le problème, c'est qu'ils vont devoir survivre par Luka Doncic. Pour moi, il n'y a pas d'autre joueur que Luka qui peut les aider vraiment. Kristaps, s'il arrive à faire un match à 30 points, Dallas va le gagner. Je pense, hein, sincèrement. Mais encore faut-il qu'il y arrive. Parce que bien souvent, ses sélections de tirs sont pas incroyables. Voilà, s'il commence à prendre chaud, par contre, c'est inarrêtable, hein, Kristaps. 2m21 qui shoot, tu peux rien faire, c'est une licorne, le mec. Mais bah, je vois un petit 4-2 ouais, pour les Clippers. Un petit 4-2, peut-être 4-3 sur des exploits de Doncic avec des buzzers sortis nulle part.
Mais je vois les Clippers passer en définitive. Ils ont une équipe plus complète, ils sont plus solides défensivement. J'ai pas parlé coaching, hein, mais coaching c'est côté Dallas. Rick Carlisle il est très bon. Mais Tyronn Lue, c'est pas non plus Joel Clodo, même si il a bien surfé sur la vague LeBron à une époque, et là il surfe un peu sur la vague Kawhi Leonard et Paul George, mais on voit vraiment la différence de ce qu'il a fait cette saison par rapport à Doc Rivers l'an dernier. Donc pour moi, c'est les Clippers qui vont passer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, on se retrouve pour la prochaine série qui va être très intéressante elle aussi, Nets Celtics. Donc ben, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous a pas plu, ben, chouette. Et je vous dis à la prochaine. Salut!